Bonsoir, la séance est ouverte. Bien, l'ordre du jour appelle la suite de la discussion de la proposition de loi organique visant à indexer la DGF sur l'inflation. Je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé que cette discussion, interrompue le jeudi 4 mai, après l'intervention du gouvernement dans la discussion générale, reprendra pour une durée d'1 heure. Vous vous rappelez pourquoi elle avait été interrompue. L'agent de la maison qui avait fait un arrêt cardiaque va beaucoup mieux. Et donc notre séance s'interrompra dans 1 heure tout rond, c'est-à-dire à 23h05. Et nous ouvrons donc la discussion générale avec une prise de parole du président Chassaigne pour 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, avant d'entamer mon intervention, j'ai aussi une pensée particulière pour Madame Elisa Reva, qui nous accompagne jour et nuit dans cet hémicycle, comme elle le faisait le 4 mai au soir. Nous espérons tous la retrouver rapidement parmi nous. Le 4 mai dernier se tenait la niche du groupe de la gauche démocrate et républicaine. Dans le cadre de notre unique journée dédiée aux initiatives parlementaires, nous avions inscrit une proposition de loi visant à indexer la dotation globale de fonctionnement sur l'inflation. Un texte qui avait été adopté sans les voix de la majorité par la commission des lois. Sans surprise d'ailleurs, puisque tous les députés qui mesurent l'importance du rôle joué par les collectivités locales, et notamment dans les territoires les plus reculés ou les plus en difficulté, mesurent aussi l'urgence à agir et à les soutenir dans un contexte d'inflation grandissante. L'indexation de la dotation globale de fonctionnement est, de l'avis de tous les élus, le meilleur levier financier pour soutenir nos collectivités. Pourtant, la majorité, le gouvernement, n'en voulaient pas, au prétexte de l'efficacité de la dépense publique. Quelle ignorance du rôle clé joué par les collectivités locales dans l'investissement et la croissance. Aujourd'hui, l'enjeu, avec la petite heure dont vous êtes obligés de nous faire l'aumône, n'est plus d'achever l'examen du texte et de pouvoir le voter. Nous n'en aurons matériellement pas le temps. Le 4 mai, vous nous avez empêchés de voter en éternisant les débats. Demain, ce sera une toute autre raison qui empêchera la majorité des députés de voter. Hier, aujourd'hui, demain, les entraves à l'expression des votes des représentants du peuple varient dans leur forme. Sur le fond, elles ont toutes le même objectif, la confiscation par l'exécutif du pouvoir législatif. C'est désormais un fait. Le pouvoir législatif n'appartient plus à cet hémicycle. Depuis le début de cette législature, qui a vu entrer une majorité toute relative dans cet hémicycle, tous les artifices de procédure ont été déployés, tant par la majorité relative que par le gouvernement déployé pour nous confisquer ce pouvoir. Quand il s'agit de projets de loi présentés par le gouvernement, mais rejetés par la majorité des députés, c'est l'article 49.3 qui est utilisé une addiction 11 fois en 6 mois. C'est aussi le 44.1 que l'on a sorti du chapeau. C'est aussi le 47.1, extrait du formol par les apprentis sorciers pour discuter de la réforme des retraites. Quand il s'agit de propositions de loi présentées par l'opposition et dont le gouvernement ne veut pas, ce sont d'autres tours de passe-passe qui sont déployés pour empêcher les votes, avec la complicité des députés digéreurs de la parole présidentielle. Cela se fait parfois avec subtilité, mais rarement, le plus souvent de manière grossière. Pour autant, cela n'en change rien, la violence symbolique est la même. Ce qui s'est passé le 4 mai dernier dans cet hémicycle était une violence exercée à l'endroit de notre groupe et plus largement à l'endroit de la majorité des députés qui voulaient voter ce texte sur la DGF, à l'endroit aussi des élus locaux qui espéraient le vote de cette proposition de loi, à l'endroit surtout des citoyennes et des citoyens, notamment les plus fragiles, qui auraient bénéficié de cette réforme, à l'endroit aussi de notre Assemblée et donc de notre démocratie. Cette violence illégitime a été exercée, le sourire aux lèvres, par 2 ministres, M. Bruno Le Maire, puis M. Gabriel Attal, ici présent.
Ils se sont livrés ce soir-là au jeu d'une obstruction grossière pour empêcher l'examen et le vote du moindre article de cette proposition de loi. Le seul membre de cette Assemblée ayant pu s'exprimer a été notre rapporteur Jean-Marc Tellier. En palabrant, dans le cadre de la discussion générale pendant plus d'1 heure, M. Attal et M. Le Maire se sont donnés en spectacle avec une impudeur sans égale. Ils s'imaginent les grands orateurs. Ils n'étaient en fait que les piètres interprètes d'un spectacle de musical au rabais donné dans le seul et unique but d'entraver l'expression et le vote de la représentation nationale. Au-delà de cette comédie pathétique qui fut donnée ce soir-là dans notre hémicycle, cette malheureuse mise en scène en dit long sur l'irrespect de ce gouvernement envers notre institution, certes, mais aussi et surtout sur son mépris envers la démocratie. Quoi qu'il en coûte, ce gouvernement refuse la moindre contradiction. Ce gouvernement refuse le verdict des votes. Quoi qu'il en coûte, ce gouvernement refuse que notre Assemblée exerce son pouvoir de légiférer. Quoi qu'il en coûte, ce gouvernement bafoue le principe de la séparation des pouvoirs. Quoi qu'il en coûte, jour après jour, il abîme toujours un peu plus notre démocratie, il la déshonore. Demain matin, ici même, le gouvernement a décidé cette fois-ci de ne pas se salir les mains. C'est à la présidente de notre Assemblée qu'a été confiée la basse besogne. Elle a décidé aujourd'hui d'empêcher notre hémicycle de voter sur un simple article en usant de manière inédite, dans le cadre d'une niche, de l'article 40 de la Constitution qui lui permet de déclarer irrecevable un amendement malgré son gage. C'était en effet, jusqu'à cette décision funeste prise contre l'avis du président de la Commission des finances, une vieille tolérance d'accepter, dans le cas des propositions de loi discutées en niche, qu'un gage générant des recettes supplémentaires puisse compenser des dépenses supplémentaires. Pourquoi une telle tolérance ? Tout simplement cette tolérance pour respecter le droit d'initiative des oppositions parlementaires qui, sinon, serait réduite à une peau de chagrin. Ce passage en force exprime votre mépris des initiatives des oppositions. Pourtant, tout comme les élus réclament dans leur immense majorité une indexation de la DGF sur l'inflation, les Françaises et les Français réclament dans leur immense majorité l'abrogation de la loi qui reporte l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. La majorité, minoritaire sur ce texte, n'a pas hésité dès la semaine dernière à mettre en charpie l'exercice du droit constitutionnel des députés en refusant de soumettre à la discussion au vote des amendements pourtant recevables. Elle n'hésitera pas demain à déposer des centaines d'amendements pour empêcher les votes sur l'essentiel et pour donner l'illusion que notre Assemblée délibère malgré tout. Mais ce ne sont que pantalonnades et nos concitoyens ne sont pas dupes. Le pouvoir législatif n'existe plus dans notre République. Le plus intime des droits qui appartenait encore aux députés dans le cadre de leur niche parlementaire vient d'être envoyé dans les poubelles de notre Assemblée. Un précédent, écoutez-moi bien, chers collègues, un précédent dont vous allez porter la lourde responsabilité durant les mois et les années à venir. Vous vous imaginez invincible aujourd'hui, mais votre politique de la terre brûlée va nous entraîner, et vous avec, dans le pire, demain. Demain, un pouvoir encore plus autoritaire que le vôtre pourra s'appuyer sur la prétendue légitimité de vos décisions avec la plus grande des décontractions. Vous en serez responsable. À votre place, si nous nous étions retrouvés dans votre situation, celle d'une majorité relative au sein de notre hémicycle, nous en aurions fait une force. Nous aurions sauté sur cette opportunité pour revigorer notre démocratie et rééquilibrer les pouvoirs de notre démocratie malade de son hypertrophie présidentielle. Vous n'avez pas pu saisir cette chance parce que ce n'est pas l'intérêt de notre pays qui vous anime. Ce qui vous préoccupe est au contraire de satisfaire aux désirs obsessionnels du président absolu, satisfaire les puissants et les puissances financières. Le constat est là.
Le néolibéralisme autoritaire du pouvoir s'appuie désormais sur une monarchie républicaine qui tend à devenir de plus en plus absolue pour imposer contre le peuple et contre leurs représentants les politiques les plus dévastatrices qui creusent toujours un peu plus les inégalités. Mes chers collègues, ce soir, nous ne pourrons pas voter ce texte qui aurait pourtant permis d'améliorer concrètement la vie de milliers de concitoyens. Et demain, nous ne pourrons pas voter un texte qui vise à abroger la réforme des retraites et qu'une majorité de nos concitoyens appellent de ses voeux depuis des mois. Dans les deux cas, tous les artifices de procédure sont utilisés jusqu'à la corde pour ne pas affronter le résultat de ces votes. Ce manque de courage, conjugué à une dérive autoritaire, nous entraîne sur un terrain dangereux dont vous porterez l'entière responsabilité. Les conséquences de la disparition du pouvoir législatif au profit d'un pouvoir exécutif absolu sont incommensurables. Chers collègues, j'en appelle solennellement, j'en appelle à un sursaut démocratique. Ayez ce sursaut démocratique. Merci, Président Chassaigne. Incroyable sens du timing, 10 minutes tout rond. Et voici maintenant pour le désormais célèbre groupe Lyot, Monsieur David Topiak pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je vais commencer en adressant un message de prompt rétablissement à la fonctionnaire du service du compte rendu ayant eu un malaise le 4 mai dernier. Notre groupe tient à rendre hommage à l'engagement des agents de notre Assemblée qui permet la bonne tenue de nos débats. J'en reviens au cœur du sujet. Après avoir occupé beaucoup de nos nuits lors du vote du dernier budget, la dotation globale de fonctionnement revient à la demande du groupe d'opposition, le groupe GDR, que je remercie. En dépit de l'opposition de la minorité présidentielle, cette proposition de loi qui vise à réindexer la DGF sur l'inflation avait été adoptée en commission des lois. Ce texte aurait dû être adopté en séance. Le gouvernement a décidé autrement en jouant une fois de plus la carte de l'obstruction gouvernementale. Notre groupe déplore l'usage de cette technique, qui plus est à l'occasion d'une diche d'un groupe d'opposition. Cette attitude traduit encore une fois le mépris de l'exécutif pour le Parlement et les droits des oppositions. La réalité est que depuis 2017, ce gouvernement n'a cessé de s'attaquer à l'autonomie financière et fiscale des collectivités. Pour quel bilan ? Les réformes successives de la fiscalité locale ont conduit à un démantèlement du lien entre les contribuables locaux et leurs élus. Les collectivités doivent désormais faire face à une hausse de leurs charges avec un budget compensé par des dotations désindexées de l'inflation et des fractions d'impôts nationaux sur lesquelles elles n'ont plus aucune marge de manœuvre. Nous le voyons quotidiennement dans nos circonscriptions. L'ensemble des collectivités a été impacté par une hausse des dépenses énergétiques et des prix de l'alimentation. La situation est difficile, en particulier pour les collectivités les plus modestes, notamment les communes des zones rurales et en outre-mer. Il n'est plus possible de nier la réalité. Le niveau actuel de la DGF ne correspond plus à la réalité du terrain et aux coûts auxquels sont confrontés les élus locaux face à un niveau d'inflation qui impacte sensiblement leur budget. Notre groupe rappelle que ces difficultés sont loin d'être derrière nous. Nous estimons qu'il n'est pas possible de laisser les élus dans une situation budgétaire difficile qui favorise l'inaction faute de moyens. La dotation globale de fonctionnement est avant tout un lien qui oblige l'État et qui permet au département et au bloc communal de disposer de ressources prévisibles. Or, depuis 2017, la DGF est fixée autour de 27 milliards d'euros. Notre groupe Lyot regrette cette stagnation du principal concours de l'État aux collectivités. Je précise que du fait de l'inflation, cette stabilité ne constitue en réalité qu'un trompe-l'œil budgétaire qui dissimule une érosion continue. Quelle est la stratégie du gouvernement face à ces difficultés ? Comme toujours, l'exécutif a privilégié les aides d'urgence au détriment de mesures pérennes. Nous ne remettons pas en cause les aides temporaires votées par l'ensemble des parlementaires sous forme de filet de sécurité. Cependant, force est de constater que ces dispositifs ne suffisent pas et qu'ils sont souvent mal calibrés.
On découvre encore, longtemps après les avoir votés et après publication des décrets d'application, de nombreux trous dans la raquette. Nous souhaiterions que le gouvernement cesse d'agir en réaction au dernier moment et favorise de véritables réformes structurelles. Lors du dernier PLF, plusieurs amendements, dont certains portés par notre groupe LIOT, tendaient à apporter cette réponse en indexant certaines dotations sur l'inflation. Ils ont été rejetés par la minorité présidentielle. Tant le comité des finances locales que les associations d'élus, AMF et ADF, ont regretté cette non-indexation de la DGF en 2023. La réalité est que seul un dialogue de qualité et une concertation permettraient de trouver une solution pérenne. Nous constatons que le gouvernement a fait un autre choix, celui d'empêcher les débats et surtout, de manière plus inquiétante, d'empêcher une fois de plus le Parlement de voter sur un texte de peur de perdre. À 1h, nous n'irons pas au bout de ce texte, mais notre groupe tient à rappeler son soutien indéfectible aux élus locaux et aux collectivités territoriales. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Renaissance et pour 5 minutes, monsieur Rebeyrotte. C'est vrai. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, Monsieur le rapporteur, après les propos tout en nuances du président Chassaigne, je voudrais vous dire à mon tour le plaisir qui est le nôtre des nouvelles que nous avons reçues de la santé de l'agent chargé des comptes rendus de la séance, qui poursuit sa convalescence. Je veux lui adresser tous nos vœux de bon et prompt rétablissement et à travers elle saluer les personnels de la séance de notre Assemblée et leur dire notre reconnaissance. Sur le fond de la proposition de loi, nous ne serons pas favorables à une logique mécanique d'indexation de la DGF. Je veux d'abord redire ici notre attachement aux communes, au travail des maires et des élus locaux, au service de nos concitoyens pour offrir des services publics adaptés et pour répondre aux besoins de proximité. Saluer aussi le travail qu'ils font dans le cadre intercommunal pour construire l'avenir de nos territoires et de leurs habitants. Quelques chiffres, la DGF, la dotation globale de fonctionnement, c'est 27 milliards d'euros, 15% des recettes réelles de fonctionnement des communes, 20% pour les intercommunalités à fiscalité propre et 12% des recettes réelles de fonctionnement des départements. De 2012 à 2017, pour rappeler quelques souvenirs, on note une baisse nette de la DGF de 11 milliards d'euros au nom du rétablissement des comptes publics. C'était sous le mandat de François Hollande. Les comptes de l'État n'ont pas connu d'ailleurs la même rigueur. Alors que notre arrivée est marquée par une stabilisation puis une sanctuarisation. Mieux, si nous nous étions contentés d'une indexation de la DGF depuis 2 ans, les collectivités auraient reçu 1,1 milliard d'euros supplémentaires. Or, la progression des concours de l'État depuis 2 ans a été de 2,8 milliards d'euros, près de 3 fois ce qu'aurait produit l'indexation. En effet, ce qui compte, et les associations d'élus nous le disent et en sont d'accord, c'est que l'État et l'ensemble de ses concours soient au rendez-vous dans la tempête, dans les temps difficiles et dans les crises. Les associations demandent le dialogue et les mesures adaptées. Ces mesures, ce furent le filet de sécurité et l'amortisseur sur les prix de l'énergie et de l'électricité. L'ensemble des concours de l'État a été porté à 47 milliards d'euros en 2022. Heureusement que l'État ne s'est pas contenté d'une simple indexation qui n'aurait pas du tout été à la hauteur. Rajoutons le défaut de toute indexation mécanique, le risque d'aider proportionnellement plus ceux qui n'en ont pas le plus besoin. Faire du coût humain est en effet l'efficience. L'amortisseur a permis à certaines collectivités, en fonction des contrats, d'amortir et d'éviter des hausses de 20 à 30% des coûts d'énergie et d'électricité, les 320 millions de DGF supplémentaires en 2023, à ne pas oublier,
ont permis de neutraliser les effets de la péréquation, là encore, pour tenir compte de la situation réelle. Si nous avions aujourd'hui à nous re-questionner sur la DGF et globalement sur nos finances locales, ce serait davantage pour rendre plus lisible le calcul et donc le montant attribué des dotations par collectivité, pour permettre aux élus territoriaux de se projeter, d'anticiper davantage, de construire sereinement leurs projets pluriannuels d'investissement. Pour la DGF, plus de 40 critères jouent dans tous les sens. Ils se sont accumulés au fil du temps et font que les collègues ont quelquefois du mal à comprendre les évolutions, surtout comparées à l'enveloppe normée globale. C'est aussi le cas pour la DSR, qui devrait, maintenant que le territoire est couvert d'intercommunalité, retrouver sans doute une vraie spécificité rurale. Tous les rapports sur les finances publiques, et ils sont particulièrement nombreux, insistent pour la nécessité d'une meilleure lisibilité du soutien de l'État aux collectivités territoriales, mais je sais qu'aujourd'hui, ce dossier est sur la table. C'est l'enjeu et une grande partie des réflexions qui nous conduiront dans les mois et années qui viennent. Je sais que ce dossier est particulièrement sensible auprès de nos responsables gouvernementaux et je veux les en remercier. Oui, nous avons besoin de lisibilité. Oui, nous avons besoin de soutien adapté au temps qu'ils sont nécessaires. Oui, nous avons besoin du travail que vous conduisez. Merci, monsieur le député. J'appelle, non pas pour un massage cardiaque, mais pour 5 minutes de temps de parole au nom du Rassemblement national, monsieur Julien Rancoul. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la dotation globale de fonctionnement constitue la principale subvention d'État aux collectivités territoriales. Elle a pris une importance encore plus grande ces dernières années avec la suppression d'un certain nombre d'impôts locaux. En résumé, les collectivités territoriales, et en premier chef les communes, échelon le plus proche des citoyens, dépendent de cette DGF pour faire face à leurs besoins de financement. Créée en 1979, la DGF a été indexée sur l'inflation jusqu'en 2011. Elle ne l'est désormais donc plus, alors même que l'inflation n'a jamais été aussi forte. Cette inflation exceptionnelle rogne les budgets des collectivités territoriales dans des proportions très importantes et le gouvernement reste sans réaction. Beaucoup de communes souffrent et c'est pourquoi je tiens à saluer tous les maires qui se battent chaque jour pour parvenir à payer leurs factures. Pour vous donner un exemple concret, à Espéraza, dans ma circonscription, la facture de gaz est passée de 373 € en mars 2022 à 2036 € en mars 2023 pour une consommation similaire. Et pour l'électricité, sur la même commune, le montant est passé de 5 954 € à 10 568 € sur la même période. Facture à l'appui, monsieur le ministre. Inutile de vous dire que les 1,2% d'augmentation de l'enveloppe nationale de la DGF pour l'ensemble des collectivités en 2023 ne sont pas du tout à la hauteur des attentes. Par ailleurs, il est important de souligner que ce sont les plus petites communes des zones rurales qui sont les plus touchées par l'inflation. L'étude de l'Association des maires de France et de la Banque postale de novembre 2022 précise que les charges à caractère général, notamment les achats de matières et fournitures énergétiques, varient de 45% pour les communes de plus de 100 000 habitants à 52% pour les strates des communes de 500 à 2000 habitants. On le comprend bien, les petites communes rurales ont moins de marge de manœuvre et souffrent davantage de l'inflation que les autres. Le but n'est bien sûr pas d'opposer les communes entre elles, mais de mettre en lumière là où les besoins sont le plus criants et d'améliorer cette proposition de loi dans une logique transpartisane. C'est pourquoi le groupe RN proposera aussi d'indexer sur l'inflation la dotation d'équipement des territoires ruraux, dite DETR, qui est aujourd'hui la ressource indispensable pour garantir les investissements des petites communes. Très clairement, au Rassemblement national, nous assumons ce choix car nous croyons aux collectivités locales, aux communes et aux plus petites d'entre elles. Nous pensons en effet que les plus petites communes font la richesse de nos territoires, que nous devons les chérir et que nous devons les soutenir. C'est une vision de long terme et c'est un choix de société. Nous pourrions même aller plus loin en lançant un grand fonds national de revitalisation des petites communes, tant la situation est critique. Trop de petites communes n'ont même plus les moyens d'entretenir leur voirie ou de rénover leur canalisation d'eau. Je connais d'innombrables exemples dans mon département de l'Aude. Oui, nous devons revoir l'aménagement de nos territoires. Dans la France de demain, il faudra dynamiser les zones rurales, car nous ne pourrons pas tous vivre dans les villes.
Nos campagnes sont des territoires d'avenir. Et pour cela, nous devons donner des marges de manœuvre aux 35 000 communes présentes partout sur le territoire national. La métropolisation, héritage d'une mondialisation débridée, ne pourra pas ad vitam aeternam être notre seul horizon. Cela n'est ni viable économiquement, ni viable socialement, mais aussi intenable d'un point de vue écologique. Défendre nos communes, nos maires, nos élus locaux ne doit pas être uniquement des mots. Défendre nos communes, nos maires, nos élus locaux, ce n'est pas réduire la DGF pendant des années comme l'a fait la gauche au pouvoir de 2012 à 2017. Défendre nos communes, nos maires, nos élus locaux, c'est leur donner des moyens financiers pour investir économiquement. François Mauriac écrivait au siècle dernier que Paris est une solitude peuplée et que les villes de province sont des déserts sans solitude. Mes chers collègues, faisons en sorte que nos villes et nos villages soient tout, sauf des déserts économiques sans moyens et deviennent, au contraire, l'avant-garde d'une redynamisation de nos territoires au service des Français et au service de la France de demain. Le Rassemblement national soutient donc cette proposition de loi qui, malheureusement, n'aura pas le temps d'être votée lors de cette session. Le mépris du gouvernement et le déni de démocratie de la majorité auront encore frappé. Comme pour la réforme des retraites, comme pour le PLF, comme pour la réintégration des soignants suspendus en novembre dernier, vous empêchez cette Assemblée de délibérer en faisant de l'obstruction parlementaire. Ce texte de haute importance avait pourtant été adopté en commission. Les maires sauront se rappeler de votre trahison. Je vous remercie. Merci. Parce que tous les chemins mènent à lui, Monsieur Rome va pouvoir s'exprimer pendant 5 minutes pour le groupe de la France Insoumise, chers collègues. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je m'associe et j'associe tout mon groupe aux pensées qui accompagnent l'agent du compte rendu, donc Elisa, et tout le personnel de l'Assemblée. Midi libre, titré « C'est le maire qui se fait engueuler en premier ». Cette formule simple de Frédéric Roig, président de l'AMF 34, résume les difficultés quotidiennes des maires. Des situations qui peuvent être, comme nous l'avons vu, extrêmes, voire extrémistes, ces dernières semaines. Les citoyens se tournent toujours vers l'élu qui est le plus à même de faire vivre notre démocratie au quotidien. C'est l'histoire de notre République française qui, d'abord, s'ancre dans ses territoires par ses communes. La question de l'indexation de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, sur l'inflation, n'est pas une question simplement technique, mais une question hautement politique. Elle est ce rapport entre la République et le peuple par la médiation des communes auxquelles l'État se doit de faire confiance. Alors, quelle autonomie de gestion voulons-nous pour nos collectivités? Quelle considération portons-nous pour nos élus? Comment donnons-nous les moyens aux habitants qui, dans ce cadre communal, peuvent faire ressentir mieux que tout autre que l'on est pleinement citoyen? Tout ce qui augmente l'autonomie des communes à notre faveur et l'indexation de la DGF sur l'inflation à notre faveur puisqu'elle augmente l'autonomie des communes. La France Insoumise soutient donc cette proposition du groupe communiste. Or, l'autonomie des communes est mise à mal. La suppression d'impôts locaux sans chercher une remise à plat de ceux-ci, sans mettre en œuvre la fameuse co-construction qui caractérise si bien et tous les jours ce gouvernement, marque une rupture de confiance entre les maires et l'exécutif. En supprimant tout débat sur les finances des collectivités à l'automne dernier avec 10-49-3, le gouvernement croyait supprimer les oppositions quand il était minoritaire à envoyer aux élus locaux cette missive « Circuler, il n'y a rien à voir ». Aujourd'hui et demain, c'est le peuple et ses représentants que vous chassez aussi. Ce qu'il ne fallait surtout pas voir, ce sont les conséquences de la suppression d'une recette visant à faire un nouveau cadeau aux entreprises qui n'en demandaient pas tant. On jurait que la CVAE serait compensée et en même temps, on crée le fonds vert. Eh bien,
La CVAE n'est pas entièrement compensée et on détourne un demi-milliard du fonds vert pour compenser les trous de la CVAE. La circulaire du 14 décembre 2022 demande au préfet de s'assurer que les collectivités bénéficient du fonds à minima à la hauteur de la compensation de la CVAE prévue. Non seulement la compensation s'évapore, mais en plus, on force la main des maires, brimant leur libre administration, car ils ne pourront pas investir en fonctionnement. Je dis bien investir en fonctionnement, car une cantine de qualité, une ATSEM de plus à l'école, des associations sportives ou caritatives mieux soutenues, c'est aussi investir dans sa commune. Mais ce gouvernement n'est pas le seul fautif. Parce que ces dernières années, la mise à mal a débuté avec la loi NOTRe, signée des mains de Manuel Valls, Bernard Cazeneuve et Emmanuel Macron. Cette loi, largement décriée par nos élus locaux, tout comme les baisses régulières des dotations voulues par François Hollande. La DGF est tombée à 27 milliards, suivant une pente de 11,2 milliards de baisse entre 2013 et 2017. La stabilité depuis 2017 est en trompe-l'œil, avec la hausse des coûts des projets, des charges, l'inflation et la remontée des taux. Si la DGF avait été indexée sur l'inflation telle que calculée par la Banque de France, elle serait à 31 milliards. Il manque donc 4 milliards. 4 milliards utiles pour les territoires et les personnes qui y vivent. 4 milliards manquants comme une laisse que l'on tire par secousses régulières et que vous tirez à nouveau cette année. Votre objectif des 0,5% par an de baisse des dépenses est injuste. Elle est aussi infondée puisqu'il ne repose sur aucune base juridique, la loi de programmation des finances publiques ayant été rejetée à plusieurs reprises. Écoutez, les élus sont nombreux à jeter l'écharpe à terre. Le cynisme serait d'en conclure qu'il faille supprimer les communes parce qu'être maire, ça serait trop compliqué. La nécessité de redonner confiance aux citoyens dans la capacité des élus à changer la vie des gens, même modestement, passera par l'échelon communal. Merci, monsieur le député. Pour le groupe démocrate et pour 5 minutes, madame Mathilde Desjonquers. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues. Avant toute chose, nous avons nous aussi une pensée pour l'agent des comptes rendus, nous lui souhaitons un bon rétablissement et nous saluons aussi le dévouement de l'ensemble des agents de l'Assemblée nationale. Pour parler du texte, cette proposition de loi organique propose d'ajouter un alinéa supplémentaire à l'article 6 de la dite loi organique des lois de finances de 2001, garantissant que le montant des prélèvements sur recettes à destination des collectivités territoriales ne puisse être inférieur à périmètre constant au montant de l'année précédente majoré de l'inflation. Le groupe démocrate tient à rappeler dans un premier temps que le budget voté pour 2023 est un budget de soutien et de protection des collectivités territoriales qui a été construit en concertation avec les associations nationales d'élus. Si bien que, face à un contexte inédit de crise énergétique, le gouvernement a fait le choix d'un soutien massif vers toutes les strates des collectivités locales, afin de les protéger au mieux face aux enjeux et conséquences de cette crise. Cet accompagnement gouvernemental s'est manifesté sous différents axes. Tout d'abord, avec la sanctuarisation de l'enveloppe de la DGF. Pour rappel, celle-ci constitue la principale dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités territoriales. Et force est de constater qu'après une période de stabilité, l'enveloppe globale de la DGF a progressé en 2023 pour la première fois depuis plus de 13 ans à hauteur de 320 millions d'euros. Cette hausse est d'ailleurs plus élevée qu'initialement prévue en septembre, de 110 millions d'euros. Ce levier n'est pas sans conséquence puisqu'il assure le maintien ou l'augmentation de la dotation pour une large majorité des communes. Mais plus encore, ce soutien leur permet de fait de protéger leur mission de service public, ce en quoi nous exhortent nos concitoyens. À y regarder de plus près, il convient également de rappeler que les territoires ruraux bénéficieront largement de cette hausse avec une dotation de solidarité à hauteur de 200 millions d'euros. La dotation de solidarité urbaine, quant à elle, augmente de 90 millions et enfin, la dotation d'intercommunalité s'élève, elle, à 30 millions d'euros. Ces chiffres sont sans appel et ne peuvent être passés sous silence.
Au-delà de la hausse de cette DGF, le second levier réside dans l'accompagnement massif du gouvernement pour la réalisation des investissements de nos collectivités par la mise en place de nombreuses mesures. Ainsi, le filet de sécurité pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la mise en place du fonds vert, l'augmentation de la dotation de biodiversité et l'augmentation de crédits. Par ailleurs, les aides à destination des communes en grande difficulté sont quintuplées pour atteindre 10 millions d'euros. La première conséquence étant qu'elles permettront de venir au soutien des communes dans lesquelles des circonstances anormales ont entraîné un déséquilibre budgétaire particulier. Enfin, à l'instar de l'exercice 2021, les marges de manœuvre financières des collectivités territoriales ont continué d'augmenter en 2022. La capacité d'autofinancement des collectivités est largement supérieure à son niveau d'avant-crise. Nous constatons une hausse des recettes réelles de fonctionnement soutenues par des recettes fiscales dynamiques, 10,2 milliards d'euros en 2022. Il s'agit d'une hausse supérieure à ce qui était attendu pour cet exercice et dépasse ainsi leur niveau d'avant-crise de 8,3%. Nous remarquons aussi des dépenses maîtrisées et un investissement en hausse. La croissance des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités atteint ainsi plus 4,5% en 2022, soit plus 8 milliards d'euros. L'investissement a continué sa progression par rapport à 2021 de plus 5,6%, particulièrement tiré par la hausse des dépenses d'équipement de 10,3%. Bref, les investissements restent dynamiques malgré les difficultés rencontrées par nos territoires. L'ambition de notre groupe est avant tout de permettre aux collectivités territoriales de tenir et de franchir cette crise pour pouvoir ensuite continuer à investir. Si bien que force est de constater qu'une indexation de la DGF sur l'inflation serait une forme de saupoudrage. Nous aiderions peut-être plus des collectivités ayant moins besoin d'être accompagnées et moins celles qui en auraient le plus besoin. En définitive, la DGF est une ressource dynamique. Nos collectivités ont bénéficié de nombreuses mesures venant à leur soutien. Une indexation de la DGF sur l'inflation serait contre-productive puisqu'elle ne représenterait qu'un apport de 1,7 milliard d'euros. Et surtout, quid du moment de la déflation? À partir du moment où il y a une garantie indiquant une fixation des montants seulement à la hausse et non à la baisse, l'indexation est tronquée et ne peut être qualifiée comme telle. Ainsi, bien que le texte ait été adopté en commission des lois, le groupe MODEM maintient sa position parce que nos collectivités méritent des solutions probantes qui répondent à de véritables enjeux. Pour toutes ces raisons, le groupe MODEM ne votera donc pas en faveur de ce texte. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Vous allez pouvoir rejoindre la séance photo de votre groupe. Et pour le groupe socialiste, pour 5 minutes, Monsieur Stéphane Delautrette. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. À mon tour de m'associer aux bons vœux de rétablissement à notre agent des comptes rendus en convalescence. Cette proposition de loi nous renvoie à une question importante, celle du modèle de décentralisation que nous voulons. Voulons-nous une puissance publique à 2 vitesses dont l'extension locale est désarmée, avec un État central qui délègue ses compétences sans être à la hauteur quand il s'agit de donner les moyens de les exercer? Ou voulons-nous au contraire des services publics de proximité à la mesure des attentes de nos concitoyens, avec des collectivités capables d'être en mesure de répondre aux attentes de nos concitoyens, avec des collectivités capables d'être au plus proche des besoins de leurs habitants et d'avoir les ressources de leurs ambitions? Car il n'est pas possible, mes chers collègues, de rappeler à longueur de discours à quel point nos collectivités territoriales sont essentielles et en même temps de laisser se faire le démantèlement de leurs moyens qui les laissent exsangues et en difficulté pour faire face à leurs attributions. Je parle bien sûr de la chute de la DGF. 41,5 milliards il y a 10 ans, 31 milliards il y a 5 ans et 27 milliards aujourd'hui. Mais pas seulement, car il faut aussi mentionner l'effet ciseau, avec à la fois une extension des compétences, l'inexorable augmentation des dépenses de fonctionnement liées à l'inflation galopante et une diminution des ressources
conséquence de la perte d'autonomie fiscale avec la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et avec la suppression plus récente de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises imposée par votre gouvernement. Alors, chers collègues du groupe présidentiel, vous nous avez dit en commission que vous préserviez la DGF. Que vous faites du cousu humain. Mais j'ai deux remarques. D'une part, préserver la DGF ne suffit pas. Une DGF qui stagne, ça signifie de l'austérité, car quand un montant stagne, il recule en part de PIB. Et en parallèle, les prix augmentent, ce qui grignote plus encore les budgets. 7,2% d'inflation du panier des collectivités en 2022, d'après l'Association des maires de France. Mais surtout, d'autre part, je le redis, de 31 milliards il y a 5 ans, elle est passée à 27 milliards aujourd'hui. Comment pouvez-vous nous dire que la DGF stagne? Conséquence, sans surprise, les dépenses d'investissement des collectivités s'amenuisent, ce qui est de mauvais augure pour l'avenir quand on sait qu'elles constituent plus de 2/3 des dépenses d'investissement public et qu'elles s'appuient le plus souvent sur des entreprises locales dont les emplois ne sont pas délocalisables. Nous le savons tous, la disparition des activités économiques locales et des services publics de proximité qui en résultent sont un facteur déterminant de l'abstention et du vote contestataire. Et quelque part, comment ne pas comprendre ces Françaises et ces Français qui ont un sentiment d'abandon, et c'est particulièrement vrai en milieu rural. C'est pourquoi il faut redonner à nos collectivités les ressources. Déjà, dans l'immédiat, pour faire face à l'explosion des factures, mais plus largement pour qu'elles puissent exercer pleinement leur mission. C'est le sens des propositions que nous avions imposées au gouvernement dans le dernier budget rectificatif, avec la compensation aux collectivités de la hausse des dépenses de RSA, de revalorisation du point d'indice et des hausses des frais résultant de l'inflation, belle victoire des groupes socialistes Elliott. Alors ce soir, dans la continuité de nos combats communs, nous soutiendrons la proposition de loi présentée aujourd'hui qui consiste simplement à ce que la DGF ne soit pas grignotée par l'inflation. Cela ne doit pas nous empêcher d'aller plus loin et de poursuivre ce travail par une vraie réforme de la DGF, plus en adéquation avec les réalités d'aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Horizon, pour 5 minutes, Philippe Pradal. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, chers collègues, je m'associe bien entendu aux propos rassurants concernant la santé de l'agent dont le malaise nous avait beaucoup impressionné le soir du 4 mai. Et j'en profite pour saluer tous les agents qui nous permettent de bénéficier de conditions de travail exceptionnelles grâce à leur engagement, leur bonne humeur souvent présente et leur perpétuelle bienveillance, surtout à l'égard des néo-députés dont je suis. Soyez-en remerciés. Je veux tout d'abord, au nom du groupe Horizon et apparentés, remercier nos collègues du groupe GDR d'avoir mis à l'ordre du jour de leur journée d'initiative parlementaire cette proposition de loi organique. Vous connaissez l'attachement des députés de notre groupe aux collectivités territoriales, premier relais des politiques publiques dans nos territoires et acteurs du premier ou du dernier kilomètre, selon la terminologie de l'AMF ou du Conseil d'État. Je veux le rappeler avec force, jamais une majorité n'a été autant au soutien des collectivités territoriales. Pour faire face à la crise sanitaire d'abord, puis à la crise énergétique et inflationniste ensuite, l'État a mobilisé des moyens extrêmement importants pour préserver la situation financière des collectivités. Durant les années 2020 et 2021, les mesures de soutien de l'État aux collectivités territoriales ont représenté 2,6 milliards d'euros en crédits de paiement et 7,2 milliards d'euros en autorisations d'engagement. Des SIL exceptionnels, différents filets de sécurité auxquels le groupe Horizon et apparentés a contribué, majoration du fonds de stabilisation des départements, ainsi que plusieurs mesures du plan de relance spécifiquement à destination des collectivités. Tous ces dispositifs ont porté leurs fruits, puisque de façon globale, les collectivités ont pu retrouver en 2021 un niveau d'épargne supérieur à celui qu'elles connaissaient avant la crise. Bien sûr, ces observations sont à mettre en relief avec les difficultés réelles rencontrées par un certain nombre de collectivités qui connaissent une situation financière dégradée.
Face au choc énergétique et inflationniste, le gouvernement et la majorité ont également réagi promptement. Dès l'été 2022, nous adoptions un projet de loi de finances rectificative qui mettait en place un filet de sécurité inflation doté de 430 millions d'euros à destination du bloc communal. 120 millions d'euros étaient alloués aux départements, tandis que les régions se voyaient octroyer 18 millions d'euros supplémentaires au titre de la revalorisation des rémunérations des stagiaires de la formation professionnelle. Ce soutien, initié à l'été 2022, s'est poursuivi et amplifié à l'automne à l'occasion de la discussion du projet de loi de finances pour 2023. Pour faire face à la hausse des coûts de l'énergie, le bouclier tarifaire a été prolongé pour l'année 2023 pour les plus petites communes, soit environ 28 000 collectivités. Par ailleurs, le filet de sécurité a été reconduit à l'initiative de notre groupe selon des critères simplifiés et mieux ciblés pour en faire un filet de soutien à l'investissement. Combiné à l'amortisseur électricité, il constitue un soutien de 2,5 milliards d'euros. Je pourrais également citer la mise en place d'un fonds vert doté de 2 milliards d'euros, l'absence de plafonnement de l'indexation des bases fiscales, le quintuplement de l'enveloppe à destination des communes en grande difficulté. Vous l'aurez compris, nous sommes fiers de ce soutien sans faille apporté aux collectivités. Surtout, la loi de finances pour 2023 a permis l'augmentation de la DGF de 320 millions d'euros, un effort inédit depuis 13 ans, alors qu'une baisse sans précédent avait eu lieu sous le quinquennat socialiste. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui propose d'indexer le montant de la DGF sur l'inflation. Si l'idée est à première vue séduisante et parée de bon sens, elle se heurte toutefois à plusieurs difficultés. La première tient à la nature même de la DGF. Comme son nom l'indique, c'est une dotation globale composée en réalité d'un ensemble de dotations qui ne répondent pas nécessairement aux mêmes enjeux et mêmes défis. Il y a une partie forfaitaire d'une part et une ou plusieurs parties de compensation ou péréquation d'autre part. Par ailleurs, chaque dotation est calculée selon des critères de répartition de nature variée. En tout, une trentaine de critères de répartition existent. Ces différentes problématiques font de la DGF un outil d'une grande complexité. Il nous apparaît dès lors beaucoup plus efficace, lorsque les collectivités sont confrontées à une forte inflation, d'utiliser des mesures ponctuelles, ciblées et lisibles. C'est ce que nous nous sommes attachés à faire en PLFR et en PLF, comme je le rappelais antérieurement. Aussi, je tiens à préciser que les montants que nous avons débloqués dans le PLF 2023 via les différentes mesures de soutien à destination des collectivités sont bien plus importants que n'aurait été une augmentation de la DGF indexée sur l'inflation. L'enjeu qui nous semble essentiel, en ce qui concerne la DGF et plus généralement en matière de transfert de l'État au profit des collectivités territoriales, est la visibilité sur plusieurs années. Les collectivités ont besoin de savoir quel sera le montant de leur dotation à 3 ou 5 ans pour pouvoir anticiper et prendre des décisions de gestion. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe écologiste, 5 minutes, monsieur Lucas. Bien, je veux m'associer aux voeux de prompt rétablissement qui ont été adressés à l'agent des comptes rendus victime d'un malaise cardiaque lors de notre séance du 4 mai. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, j'avais prévu le 4 mai de vous parler de la dotation globale de fonctionnement, d'évoquer auprès de vous, chers collègues, le rôle essentiel au cœur du pacte républicain de nos collectivités locales, premier espace de la démocratie et des solidarités, bouclier social et environnemental contre les mauvaises politiques du gouvernement et de sa majorité. J'aurais à cette occasion dénoncé les tartuffes que vous êtes, qui, main sur le cœur, de commémorations en marchés ou en manifestations diverses, rendez hommage aux élus locaux que vous faites ici régulièrement applaudir, mais qui, une fois dans cet hémicycle et dans les ministères, décident de leur serrer la ceinture et de les empêcher d'assumer leur mission essentielle au service de nos concitoyens. Mais nous sommes aujourd'hui réunis pour une bien mauvaise pièce de théâtre, car n'est pas Molière qui veut, et nous n'avons pas pu, le 4 mai, envisager d'aller au bout de ce texte parce que le gouvernement s'est livré à une obstruction clownesque, je le dis, indigne, d'un pouvoir qui sans cesse donne des leçons de maintien à ses oppositions. Ma question est simple, messieurs les ministres, et je vois qu'au premier rang nous a rejoint le ministre des Relations avec le Parlement. Sommes-nous encore dans une Assemblée nationale? Sommes-nous encore dans le temple de la démocratie que nous ne devrions jamais cesser d'être?
Vous avez, à l'égard de tous les pouvoirs et de tous les contre-pouvoirs, des pulsions mortifères extrêmement dangereuses. On l'a vu avec les collectivités locales, on l'a vu pendant des mois avec les organisations syndicales, on l'a vu et on le voit et nous le verrons demain matin avec l'Assemblée nationale. Vous confondez l'exercice d'une niche parlementaire avec votre volonté de mettre à la niche le Parlement pour que surtout, il n'exprime pas la volonté du peuple français. Alors, j'allais m'adresser à Monsieur le ministre des Relations avec le Parlement, mais il est parti. C'est vrai qu'il est ici à ces éphémères, parce que pour qu'il y ait un ministre des Relations avec le Parlement, encore faut-il des relations avec le Parlement. Or, plusieurs points qui se suivent forment une ligne, et quand on décide de répéter de façon compulsive les 49.3, quand on décide d'annuler ici toute possibilité de délibération démocratique, c'est qu'on ne veut pas entretenir de relations avec le Parlement. Je crois qu'il y aurait la matière à se demander s'il n'y a pas un peu d'emploi fictif dans l'affaire s'agissant de M. Riester. Demain, chers collègues, nous allons assister pour la première fois dans l'histoire de cette Assemblée. Chers collègues, il nous reste 9 minutes. Allez-y, Monsieur Lucas. Demain, nous allons assister, chers collègues, dans cette enceinte, et je le dis avec gravité, pour la première fois dans notre histoire récente, à un coup d'État institutionnel contre l'Assemblée nationale, représentante du peuple français. Parce que, sur ordre de l'exécutif, la présidente de l'Assemblée nationale a choisi de s'affranchir des règles de la démocratie, de nos règles internes, de la Constitution, pour fouler aux pieds notre responsabilité de parlementaire et empêcher l'Assemblée de délibérer puis de voter sur la retraite à 64 ans. Chers collègues, j'entends vos cris et vos injures. Chers collègues, s'il vous plaît, laissez terminer l'orateur. J'en appelle à notre dignité collective de parlementaire. Ce qui se joue demain, chers collègues, ce n'est même plus la question de l'âge de départ à la retraite dont nos concitoyens vous ont démontré qu'ils ne voulaient pas qu'elle passe à 64 ans. Ce qui se joue demain, chers collègues, c'est la dignité de notre Parlement. C'est le fait que nous restions dans une démocratie parlementaire et dans un moment où la démocratie est malade, dans un moment où monte l'extrême droite comme partout sur le continent, dans un moment où tant de nos concitoyens se détournent des urnes et de la chose publique. Insulter ainsi le Parlement, c'est injurier les Français et c'est fouler aux pieds la démocratie. Chers collègues, plusieurs points qui se suivent, ça forme une ligne. 49.3, volonté de museler le Parlement, pression sur la présidente de l'Assemblée nationale. La ligne que vous tracez pour le pays est autoritaire, elle est illibérale, elle est dangereuse, elle constitue un accélérateur à l'eupénisme. Je conjure nos collègues de la majorité de se dresser avec nous demain pour qu'on respecte ici le droit des parlementaires, pour que nous puissions faire le travail pour lequel les Françaises et les Français nous ont élus il y a bientôt 1 an. C'est notre dignité démocratique qui est en jeu, chers collègues, et c'est l'état de la démocratie que nous laissons allons après rester nous, car là, nous ne monsieur sommes le ici député. que de passage. Chers collègues, il nous reste 8 minutes à passer ensemble, dont 5 avec Emmanuel Ménard. Donc je vous demande de l'écouter dans le silence. Merci, Ouais, Monsieur le certains en Président. rêveraient. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, tout d'abord, permettez-moi à mon tour d'adresser tous mes vœux de prompt rétablissement à l'agent du compte-rendu actuellement en convalescence. Maillon de proximité, les collectivités locales souffrent. Ce phénomène n'est pas nouveau, mais il s'est accentué depuis la crise sanitaire du Covid-19, où les communes ont assumé plus que jamais leur rôle de relais de l'État au plus proche de nos concitoyens.
Disons-le clairement, les perspectives pour 2023 ne sont guère réjouissantes. De façon globale, les collectivités subissent une hausse significative de leurs dépenses contraintes, avec notamment l'accélération de l'inflation qui a conduit le gouvernement à revaloriser le point d'indice dans la fonction publique et certaines prestations sociales comme le RSA dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2022. Si des compensations ont été prévues en 2022, il en va autrement pour 2023, où les collectivités devront assumer une année pleine de ces surcoûts, évalués à 2,3 milliards d'euros pour la revalorisation du point d'indice et à 350-400 millions d'euros pour le RSA. Notons également que les collectivités n'échappent pas à l'inflation de certaines charges, comme par exemple l'énergie et l'alimentation. Les communes sont malheureusement les plus touchées. Elles doivent supporter le poids de ces coûts dans leurs dépenses de fonctionnement à hauteur d'environ 6%. La proposition de loi que nous étudions traite de la dotation globale de fonctionnement et plus précisément de son indexation sur l'inflation. Créé en 1979, son mécanisme reposait à l'origine sur la densité des communes et des implantations commerciales sur leur territoire. Un de ses objectifs était de leur garantir des ressources à la fois stables et évolutives. Depuis, des changements ont été opérés, comme en 1985, où ont été intégrés des concours particuliers liés à des contraintes spécifiques supportées de manière inégale par les différents territoires. Enfants à scolariser, importance de la voirie, parcs de logements sociaux, concours ville-centre, concours communes touristiques, etc. En 1991-1992, la dotation de solidarité urbaine destinée aux villes défavorisées au regard de la faiblesse de leur base fiscale et des conditions de vie de leur population a été créée. Puis, la montée en puissance de l'intercommunalité a bousculé le système avec une DGF dédiée. En 2005, dans un souci d'harmonisation, c'est une nouvelle réforme qui a été mise en place. À chaque réforme, les modalités d'indexation ont été revues. Entre 2007 et 2016, le rythme de croissance de la DGF a d'abord été infléchi avant d'être inversé avec la mise en place de la contribution au redressement des finances publiques qui a, pendant 4 ans consécutifs, réduit fortement la DGF des communes et des intercommunalités. L'idée qui nous intéresse aujourd'hui, l'indexation de la DGF sur l'inflation, n'est pas sortie du chapeau, mais de la règle appliquée jusqu'en 2011. Entre 2011 et 2013, la prise en compte de l'inflation a cessé au regard de la stagnation de la monnaie courante. Puis, entre 2014 et 2017, les collectivités se sont serrées la ceinture, en partie à cause d'une baisse drastique de la DGF. Au regard de la conjoncture actuelle, avec une inflation à 5,2% en 2022 et qui s'était établie à 5,6% en mars 2023 sur un an, il semble légitime de souhaiter une indexation de la DGF puisque les dépenses augmentent, indépendamment même des choix politiques. Le filet de sécurité mis en place en 2022 avait pour fonction d'aider, sous condition, à financer les effets de la hausse du point d'indice intervenue durant l'été et la croissance des dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d'achat de produits alimentaires. Il s'agissait d'une aide exceptionnelle avec pour objectif essentiel d'aider les collectivités ayant un faible niveau d'épargne brute. Le dispositif 2023 est différent. Il cible les collectivités qui, confrontées à une véritable explosion de leurs dépenses d'approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain, ne disposeraient pas d'une hausse des recettes suffisamment soutenue pour y faire face. Face aux perspectives de croissance des ressources en 2023, il est possible que le nombre de bénéficiaires fortement dotés soit faible. Pour conclure, j'oserais une proposition. Si, sur le principe, votre texte semble aller dans le bon sens, ne faudrait-il pas prendre en compte un pourcentage garanti d'évolution de l'inflation, de telle sorte que la DGF n'évolue pas en deçà d'un plancher pour ne pas baisser les ressources des collectivités territoriales et maintenir une dynamique de cette ressource en corrélation avec la progression naturelle et ou contrainte de certains postes de dépenses. Voilà une solution qui serait réellement bénéfique pour nos communes. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, il reste quelques minutes. La discussion générale est close. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, je voudrais à mon tour m'associer au souhait de bon rétablissement à l'agent de compte rendu, merci beaucoup. Et à travers ce bon rétablissement, je voudrais aussi souligner et remercier l'ensemble du personnel de l'Assemblée nationale pour leur travail et surtout leur bon travail. Tout d'abord, je tiens à remercier l'ensemble des orateurs des groupes, remercier ceux qui ont fait part de leur colère et de leur indignation face à l'attitude de la majorité du gouvernement, représentés ce soir-là par 2 ministres. Effectivement, vous avez tout fait pour éviter que l'on puisse voter cette proposition de loi très attendue par nos collectivités territoriales, par nos maires. Nos maires qui sont chaque jour au service des populations, qui sont au contact, au premier contact de nos populations et comment ? Voilà, nos maires, les collectivités locales, les départements qui, chaque année, se posent des questions de comment boucler leur budget et qui, je crois, attendaient beaucoup de cette proposition de loi. Vous avez tout fait par des interruptions de séance, par des interventions sans fin du ministre Attal et du ministre Le Maire, par le dépôt à la dernière minute, au dernier moment, d'un certain nombre de sous-amendements. Bref, vous avez tout fait pour éviter un vote qui avait requis la majorité en commission des lois. On pourrait presque en rire, mais l'attitude de la majorité relative du gouvernement démontre le mépris que vous avez de notre démocratie. Nous allons en rester là, monsieur le rapporteur. Si vous voulez conclure. Oui, je conclus. Et on s'arrête. Car oui, par votre comportement, vous avez piétiné notre démocratie et vous avez créé un précédent qui laissera des traces. D'ailleurs, dès demain, vous allez user de nouveaux stratèges et de l'article 40 pour faire obstruction à la PPL du groupe Lyot sur les retraites. Merci, monsieur le rapporteur. Chers collègues, nous allons en rester là. Prochaine séance demain à 9 h. Je vous demande de m'écouter jusqu'au bout car il y a une énigme. Proposition de loi abrogeant le recul de l'âge effectif de départ à la retraite et proposant la tenue d'une conférence de financement du système de retraite. Jusque-là, tout va bien. Proposition de loi visant à élargir l'assiette de la taxe sur les transactions financières. Tout va bien. Proposition de loi visant à renforcer l'engagement et la participation des citoyens à la vie démocratique. On comprend. Proposition de loi visant à renforcer le principe de la continuité territoriale en Outre-mer. On comprend. Proposition de loi visant à permettre une gestion différenciée des compétences eau et assainissement. Tout le monde comprend. Proposition de loi relative à la consultation des habitants d'un département sur le choix de leur région d'appartenance. Tout le monde comprend. Et enfin, vous allez m'aider. Proposition de loi visant à limiter la contamination par les substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles. Vous allez m'aider. La séance est levée. À demain. Bonne nuit.